Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommet de l'actualité de ce jour, dernier adieu au Labli national, Moustapha Thiombiano, le précurseur de la radio libre en Afrique, décédé le 6 avril dernier, a été porté en terre ce matin même en présence de parents, d'amis et de collaborateurs. L'occasion pour les autorités de lui décerner à titre posthume la distinction d'officier de l'ordre du mérite. Des détails en début d'édition. Le port de masque désormais obligatoire sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi prochain. C'est l'une des décisions importantes du Conseil des ministres de ce jour. Une mesure drastique qui vise à réduire les risques de contagion au Covid-19. On en sait plus dans ce journal. Enfin, au Nigeria, un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme dénonce des exactions commises par les forces de défense nigérianes dans le cadre de la répression des civils pour violation des mesures de confinement. Le rapport fait état de 105 actes de violation et de 18 personnes tuées dans des exécutions extrajudiciaires. Plus de précisions en fin d'édition. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Moustapha Labli Thiombiano a été conduit ce jour même à sa dernière demeure. Parents, amis, collaborateurs ont tenu à rendre à l'illustre disparu un dernier hommage. L'occasion pour le gouvernement de lui octroyer à titre posthume la distinction d'officier de l'ordre du mérite pour service rendu à la nation. Les détails avec Ahmed Nanema. Au rythme de la musique Gulmachima, le cercueil de Moustapha Labli Thiombiano, porté par les siens, effectue un rituel traditionnel. Plusieurs tours de la tombe, puis vient le moment des éloges funèbres, tour à tour. Personnalités du monde de la communication, de la culture et proches du défunt se succèdent. Faut se prêter à cet exercice ici à son domicile. Dans leurs allocutions, elles sont unanimes sur les valeurs du disparu. Si c'est un mot, c'est merci. Mais si c'est plusieurs mots, c'est vraiment, en plus du merci, lui souhaiter un bon voyage dans l'au-delà. Parce qu'il était fatigué aussi. L'infatigable doit se reposer maintenant pour son repos éternel. Puisse Dieu le bénir et l'accepter dans son royaume. Et puisse nous donner, nous, la jeune génération, la force de continuer son combat. Vous vous souviendrez que au Galien 2017, si je ne m'abuse, le ministère de la Communication, pour ne pas dire le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, a tenu à décerner un Galien d'honneur à Moustapha Labli Thiombiano pour toute son œuvre. Cela traduit toute la considération que le ministère de la Communication, en tout cas, a pour cet homme qui a fait de grandes choses pour la presse au Burkina Faso, à celui qui fut le pionnier de la presse audiovisuelle libre au Burkina Faso. Celui qui fut l'homme atypique, l'homme aux grandes idées, l'homme à la générosité débordante. Papa, tu étais un homme bon. Tu aimais ta famille plus que tout et tu aimais ton prochain, l'humain. Tu as été un homme aux grandes idées et surtout un humoriste. Tu nous faisais rire tout le temps avec des histoires drôles. C'est une grâce de Dieu et aussi une fierté pour mes frères et moi de t'avoir eu comme père. Papa, tu nous as appris beaucoup de choses et surtout qu'il ne faut jamais baisser les bras et vivre nos rêves les plus fous. Au seuil de la mort, l'homme aux 1000 idées, comme on l'appelait, mûrissait un nouveau projet, un de plus. Dans le monde des médias, il a été un grand précurseur et jusqu'à ce qu'il ait perdu le dernier souffle, la dernière semaine avant qu'il n'entre en clinique, il était sur un autre projet des médias. Il était d'ailleurs au Conseil supérieur de la communication pour s'entretenir avec nous sur des idées qu'il avait du côté de Dapaon
pour pouvoir couvrir le Burkina et le Togo. C'était naturel pour nous d'être là aux côtés de la famille biologique. C'est donc une fierté de venir rendre hommage à un des pionniers de cette presse. Le Labli national est élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite. Le fondateur de Horizon FM sera inhumé quelques minutes plus tard à son domicile dans la stricte intimité familiale. Un hommage national lui sera rendu quand la situation sanitaire du pays le permettra. Le Conseil des ministres de ce jour a décidé de rendre obligatoire le port des masques sur toute l'étendue du territoire national dès lundi prochain, afin de réduire les risques de contagion au Covid-19. Le gouvernement donne du même coup un nouveau souffle à la lutte contre la pandémie en cédant son salaire pour renforcer la mise en œuvre du plan de riposte contre le coronavirus. Des décisions brossées ici dans ce reportage de Gilles Dasda et de Bachirou Sawadogo. Dès le 27 avril prochain, le port du masque sera obligatoire au Burkina Faso. La décision est du Conseil des ministres de ce jeudi et les mesures vont être prises pour la disponibilité du produit. Le Conseil a également instruit, au regard de la situation qui a été présentée par le ministère de la Santé, que les dispositions soient prises pour disponibiliser les masques et les cache-nez en quantité suffisante dans toute l'étendue du territoire, afin que vous comptez du lundi 27 avril 2020, le port du masque ou du cache-nez soit obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne les potentialités de reprise des cours et tout ce qui est accompagnement d'un certain nombre de personnes, des ordres qui ont été donnés pour qu'il y ait des confections en quantité massive de masques sur des fils qui sont produits au Burkina avec des normes qui sont des normes bien définies. Le ministre du Commerce qui est en charge de dossier pourra mieux expliquer ça que moi. Mais pour le reste, on pourra avoir des masques, on pourra les acquérir comme on veut. Certains seront mis à la disposition gracieusement, notamment des élèves, des enseignants, etc. Et les autres devront pouvoir les acquérir. Mais il n'y a pas que les masques médicaux. Tous les cache-nez sont mis en œuvre. Et pour donner une nouvelle impulsion à la riposte contre le Covid-19, l'exécutif y va de sa contribution. À ce titre-là, le président du Faso donc cédera 6 mois de salaire. Le Premier ministre cédera 4 mois de salaire. Les ministres d'État céderont 2 mois de salaire et tous les ministres devront céder 1 mois de salaire. De façon récurrente, des inquiétudes montaient quant à une probable réouverture des salles de classe. Pour le ministre Dandinou, un plan de riposte pour la continuité éducative sera mis en place bientôt. Ce plan de riposte vise à assurer la continuité éducative avec l'implication de tous les acteurs et partenaires de l'éducation. Le Conseil a adopté ce plan qui s'articule autour de certains points, à savoir la mise en œuvre des conditions effectives devant permettre la reprise des cours, l'information, la sensibilisation et la communication autour des mesures barrières à respecter dans les structures éducatives, la progressivité de la réouverture des classes, l'utilisation des TIC pour un accompagnement dans la reprise effective des cours. Il est à noter cependant que la date effective de reprise des cours n'a pas été fixée par le Conseil. Cette date sera fixée en fonction de l'évolution de la maladie, suite donc aux indications que nous aurons données le monde médical sur cette question. On apprend aussi la présentation d'un rapport financier sur la gestion du Covid-19 au Burkina. Au plan national, les dons en espèces se chiffrent à plus d'1,290 milliard de francs CFA. Cette somme ne tient pas compte des différents dons faits en matériel. Je vous propose à présent une visite guidée auprès des malades atteints du Covid-19. C'est au centre hospitalier universitaire de Tengango, le CHU de Tengango, qui accueille depuis le 9 mars dernier la centaine de malades du Covid-19. Zoom sur cet établissement de soins qui sort de l'ordinaire et ses nombreux patients tenus jusqu'alors dans le secret médical. Benjamin Kwame, Constantin Sieda, reportage. Centre hospitalier universitaire de Tengango. Un hôpital est réquisitionné par l'État burkinabé pour accueillir les malades atteints de Covid-19. Avec la presse nationale ce jeudi, il est question de visiter les installations accueillant les malades, mais également s'enquérir de l'état de santé des malades et de leur prise en charge.
Notre hôpital a été réquisitionné pour assurer la prise en charge des patients qui sont atteints du coronavirus. Et donc, pour cela, il y a eu des travaux de réaménagement qui ont été faits au sein de l'hôpital et donc aussi au sein des urgences pour permettre donc d'accueillir de façon sécurisée donc ces patients-là. C'est dans le but de protéger et les patients et aussi donc le personnel soignant. Donc il y a eu un circuit qui a été défini et nous avons donc commencé à accueillir les premiers patients ici il y a environ une semaine. La visite commence ici. C'est sous ce hangar qu'est accueilli les premières personnes pour vérification ou certification de leur état. Là, c'est le service des urgences. Avant d'y entrer, il faut bien se protéger. « 30 lits sont disponibles dans ce service. » Nous recevons des patients qui sont testés positifs, mais aussi des patients qui sont suspects. Donc lorsque le patient est testé positif, effectivement, nous le recevons, nous le conditionnons et nous assurons donc les premiers soins avant donc le transfert du malade, suivant son état. Si l'état est très grave, il va en réanimation. Et si son état le permet, il va en hospitalisation. Avant d'arriver à l'hospitalisation, justement, un détour est fait au service de réanimation. C'est ici que se traitent les cas les plus intensifs, avec 24 lits disponibles. À ce jour, 7 patients sont aux urgences, suivis par 24 médecins. Et leur prise en charge ne dérobe pas au protocole national. Nous administrons la chloroquine avec l'azithromycine de façon systématique à tous les patients donc testés positifs. Maintenant, il faut savoir que le malade, il peut avoir d'autres problèmes de santé. Et donc, ces problèmes de santé sont également pris en compte dans la gestion de ces malades. La plupart des malades aux urgences ont des problèmes respiratoires, nous confie le professeur Kaboré. Le périple des journalistes continue. Cette fois, le cap est mis sur les services hospitalisation. Fatigués de se tenir debout, certains sont assis. Il faut attendre encore que les médecins finissent le tour avec les malades avant d'y entrer. 2 heures après, c'est fait. Il est midi et le menu des malades est là. Le gongré au poulet, un plat local. En hospitalisation, c'est la zone où le risque de contamination est le plus élevé. Il faut donc porter les tenues adéquates. Nous sommes désormais dans la peau du médecin. Aucun objet ne doit être sur nous, car ce qui rentre dans ce local ne sort plus, à moins d'être totalement désinfecté. Et c'est fait. Cette malade est sous assistance respiratoire. Cette jeune fille se porte aussi mieux. Elle est en observation. Cette autre malade est en hospitalisation depuis 3 jours, même si elle affirme aller mieux. Comme conseil, elle dit aux populations de ne pas jouer avec la maladie. Moi, je dis à la population, ils n'ont qu'à se protéger. C'est vraiment une maladie. C'est pas de l'amusement. Moi, en tout cas, je suis venue, j'avais fait la fièvre à la maison, mais j'ai vu d'autres personnes, même pour éternuer, c'est difficile, pour toucher, c'est difficile. Pour respirer, on ne parle pas. Donc, je demande à la population de prendre conscience vraiment du mal, que c'est un mal vraiment très, très, très dangereux. Donc, à quitter sur les réseaux sociaux, l'amusement, tout ça à part, et puis prendre le mal en considération. Les infirmiers, les docteurs font tout de leur possible. Même le gouvernement fait de leur possible. Elle ajoute que pour la prise en charge, tout avance bien pour le moment. On m'a administré un autre produit sous oxygène ce matin, mais vraiment ça va. Ça va beaucoup. Comme elle, la plupart des malades visités ont bonne mine. Et les médecins d'ajouter que le strict nécessaire est fait pour une prise en charge optimale. Et d'ailleurs, pour beaucoup de patients qui rentrent ici, c'est surtout le stress. On voit que beaucoup sont stressés, angoissés. Et depuis que nous avons le passage de ces psychologues et psychiatres, ils rentrent, ils s'entretiennent avec les patients, ils essaient donc de les aider comme cela est possible. Tout ça contribue à améliorer la prise en charge. Cette zone est dite zone rouge, c'est par là que nous sommes rentrés. Plus question de retourner sur nos pas. Le retour se passe ici, avec la désinfection de tout ce qui est objet sur soi. De ce qui nous a été montré, le CHU Tengan Go dispose du minimum pour prendre en charge les malades atteints de Covid-19.
Mais n'oubliez pas de respecter les mesures barrières. La pandémie du Covid-19 n'est pas sans conséquence pour la collecte de sang. Les stocks du précieux liquide rouge sont en baisse et pour cause, le manque de donneurs et l'arrêt de la collecte mobile de sang qui représente plus de 60% du stock. Cela est dû aux mesures de restriction pour la lutte contre le Covid-19. Toute chose qui n'est pas sans conséquence pour les nombreux malades qui attendent la transfusion sanguine. On en sait plus dans ce reportage signé Judith Chimadi et Bachirou Sawadogo. En pleine épidémie du Covid-19, Ouagadougou est en manque de sang. À l'heure où les stocks de produits sanguins sont en baisse, les besoins des patients n'ont pas changé alors que les réserves du liquide rouge sont au plus bas. Avant, nous avions en moyenne 30 à 40 poches par jour sur nos sites fixes. Et actuellement, on est passé à une moyenne de 15 poches par jour. C'est vraiment insuffisant. Parce que la collecte mobile qu'on faisait constitue environ 70% de nos stocks. Et donc actuellement, ce qui se passe ici, c'est les 30% qu'on continue à avoir sur le site fixe. Certaines mesures prises par le gouvernement burkinabé dans la lutte contre la pandémie impactent le bon fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine. Il s'agit de la difficulté actuelle de réaliser de collecte mobile de sang qui représente 70% de la collecte alors que les établissements scolaires et les lieux de culte sont fermés. Pour la collecte, on a deux stratégies, la collecte en site fixe et la collecte mobile. Donc la collecte mobile qui consistait à aller vers les donneurs, surtout donc dans les établissements secondaires et supérieurs et dans les lieux de culte. Et vu qu'actuellement tous ces lieux de culte et ces établissements sont fermés, ça a beaucoup peiné sur la disponibilité des produits sanguins. Donc la politique qu'on a eu à mettre en place, c'est que vraiment on a lancé une campagne de communication à l'endroit des donneurs. Un cri de cœur qui n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Les donneurs comprennent la nécessité de faire un geste pour sauver des vies, et ce, malgré la situation sanitaire qui prévaut actuellement au Faso. Avec l'avenue de la pandémie du coronavirus, on a vraiment peur. Mais on se dit que vraiment ce n'est pas la seule maladie, puisque la maladie est là, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres maladies qui font recours donc, au sang. Donc si on se laisse donc donner à la panique et on ne vient plus donner son sang, il y aura des frères et des sœurs en tout cas qui vont aussi être des victimes collatérales donc, de cette peur-là. Donc voilà pourquoi je disais nécessaire malgré les risques qui se présentent vraiment à venir dans les lieux publics, de venir surtout et donner ce sang qui pourrait aider quelqu'un à vivre. Je suis venue donner mon sang pour aider les autres qui en ont besoin. Si nous ne venons pas donner notre sang, comment vont-ils faire? Mais en ce qui concerne le respect des gestes barrières, le centre rassure. Tout est mis en œuvre pour protéger les donneurs, mais également limiter la propagation du Covid-19. Aussi, la procédure du travail des agents du centre a été révisée. Il a été rajouté au questionnaire médical un autre questionnaire complémentaire qui prend en compte les symptômes liés au Covid-19. Toutefois, ces mesures prises ne mettent pas le centre à l'abri de certaines difficultés. Avec la pandémie à Covid, nous avons légèrement modifié notre manière de travailler. Voilà. Donc pour éviter que les donneurs ne soient regroupés sur eux-mêmes, que ce soit affluent d'un seul coup, on les prend un peu plus lentement. On a eu à disposer des chaises, des tables au dehors, des bancs au dehors pour qu'ils puissent patienter en respectant une distance d'environ 1 mètre l'un dans l'autre. Donc le fait que ce flux-là soit pris un peu plus lentement, ça peut créer des frustrations. Donc parfois on peut ne pas être compris, mais l'un dans l'autre on travaille en tout cas à demander leur indulgence, à ce qu'ils comprennent pour qu'on continue à avoir les dons de sang. Un peu. Donc maintenant, autre difficulté aussi, c'est qu'avec la fermeture des établissements, des lieux de culte, la difficulté de réaliser des collectes mobiles ressort vraiment. On peut le faire, mais on étudie vraiment le terrain. On s'assure que sur place, les conditions sont réunies pour pouvoir respecter les mesures de sécurité et la distanciation. Actuellement, il existe 2 sites fixes de collecte de sang à Ouagadougou. Un à Paspanga et un autre à l'hôpital de Tengandougou, mais ce deuxième site est isolé et ne se trouve pas au sein de l'hôpital. Le Centre national de transfusion sanguine appelle donc les citoyens à donner un peu de leur liquide rouge, car c'est un geste qui sauve.
La pandémie du Covid-19 est désormais l'ennemi numéro 1 avant même le terrorisme. C'est du moins la décision du Conseil des ministres du G5 Sahel, réunis hier par visioconférence pour leur première réunion depuis le début de la pandémie du Covid-19. Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel se sont entretenus sur la mise en œuvre d'une politique commune de lutte contre le coronavirus. Pour y faire face, l'organisation régionale compte sur la prévention et sur l'équipement des hôpitaux à travers l'achat de matériel et d'équipements sanitaires, mais aussi le renforcement des capacités des unités spéciales pour faire face aux cas médicaux. La rencontre a également été l'occasion de faire le point sur la situation sécuritaire qui s'est dégradée ces derniers jours avec une série d'attaques meurtrières au Mali et au Burkina Faso. Les chefs de la diplomatie du G5 Sahel ont aussi lancé un appel à leurs partenaires à plus d'engagement financier pour la lutte contre le terrorisme. La situation sécuritaire, le suivi du sommet de Pau et la pandémie du coronavirus seront au menu d'une nouvelle réunion par visioconférence le 24 avril prochain entre les ministres du G5 et leurs collègues français des Affaires étrangères et de la Défense. Une équipe composée de 12 experts médicaux chinois ont foulé le sol burkinabé cet après-midi. Le groupe d'experts est issu principalement de l'hôpital populaire de Tianjin, d'où provient l'équipe médicale internationale d'urgence certifiée par l'Organisation mondiale de la santé. Il est composé essentiellement de spécialistes évoluant dans différents domaines tels que celui de la respiration, des maladies graves, la médecine interne, de l'imagerie médicale, de l'analyse en laboratoire, des recherches épidémiologiques et de la désinfection, des soins infirmiers. Ils ont pour mission de partager leur expertise et de fournir des conseils pratiques et techniques afin d'améliorer les capacités préventives et curatives du Burkina Faso contre le Covid-19. Une marque de solidarité donc du gouvernement chinois au peuple burkinabé pour venir à bout de cette pandémie. Au Nigeria, un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme dénonce des exactions commises par les forces de sécurité nigérianes dans le cadre de la mise en application des mesures coercitives de lutte contre l'épidémie du coronavirus. La Commission a enregistré 105 actes de violation des droits de l'homme perpétrés par les forces de l'ordre et 18 personnes tuées dans des exécutions extrajudiciaires. Cet organe officiel de surveillance des droits de l'homme a accusé les forces de sécurité d'un usage disproportionné de la force, d'abus de pouvoir, de corruption et de non-respect des lois nationales et internationales. Depuis le 31 mars, de nombreux États au Nigeria ont adopté des mesures de confinement particulièrement strictes à Lagos, à Abuja, ou dans l'état d'Ogun où la population a l'obligation de rester à la maison, sauf pour acheter de la nourriture un jour ou deux. Des vidéos de violences policières postées sur les réseaux sociaux où l'on voit des policiers détruire des étals de marché ou encore battre la population ont fait scandale dans le pays où les forces de sécurité sont régulièrement accusées d'abus de pouvoir et de corruption. Le porte-parole de la police a à cet effet rassuré l'opinion en affirmant que les membres des forces de police coupables d'abus seront punis. Au Kenya, le port du masque de protection est désormais obligatoire. Le ministère de la Santé a annoncé que toute personne trouvée sans masque sera condamnée à une amende de 20 000 shillings kenyans, estimée à 112 800 francs CFA, ou une peine de 6 mois de prison. Cependant, au Kenya, les populations ont du mal à respecter les exigences du gouvernement qui a émis une directive selon laquelle dans les lieux publics, tout le monde doit porter un masque et à contacter diverses entreprises pour les aider à produire des masques. Pour mieux sensibiliser les populations, le ministère a organisé des campagnes de communication sur le port du masque. Pour l'heure, le pays est à 216 cas confirmés, dont 41 personnes guéries et 9 décès. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.